Bonjour à tous, bienvenue sur le Satis. On va parler d'hybridation, on va parler de XR, d'IA et de gamification. Et puis charge à nos speakers de vous convaincre que quand on mixe les trois, c'est mieux que si on ne le fait pas. On va le dire comme ça. Je suis très content d'être ici avec le Satis. Je suis Grégory Maubon, président de RA Pro. RA Pro, l'association de promotion de la réalité augmentée qui travaille depuis des années avec le Satis pour promouvoir l'utilisation des technologies immersives et de la réalité augmentée dans tous les domaines en fait. C'est ça qui est bien et c'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup. C'est bon, j'ai une bonne introduction là. Alors avant de continuer, je vais laisser d'abord nos speakers se présenter et puis je me permettrai une petite introduction à notre discussion. Franck? Bonjour Grégory, donc je suis Franck Verjux, je suis référent XR, IA et immersif à l'IDEM Creative Art School, qui est une école qui est située dans le sud de la France, également à Barcelone, et qui est une école pour tous les métiers créatifs, audiovisuels, son, développement d'applications, animation 2D, 3D. Merci Grégory pour l'invitation. Moi, c'est Marc. Je suis l'heureux créateur et entrepreneur d'une entreprise qui s'appelle Vrai Learning. On a décidé de mixer les technologies VR et AI pour accompagner les apprenants et surtout les sachants à être plus impactants avec l'usage de ces technologies-là. Avant, j'ai travaillé dans le monde de la data et j'ai travaillé également dans le monde dans l'enseignement supérieur, et notamment dans les ICC, les industries culturelles et créatives en France et au Canada. Bonjour à tous, Philippe Bornstein, merci Grégory pour cette invitation. Je suis membre de RA Pro. Je travaille dans le domaine de l'immersif depuis 2016 et j'ai créé une entreprise qui s'appelle la Compagnie des Rêves Éveillés, qui a développé une plateforme no-code de création d'expériences web pour permettre aux gens d'y accéder depuis leur téléphone sans application, pour faire de l'XR. Et on a notamment travaillé sur un projet dont j'aurai l'occasion de parler dans quelques instants, combinant effectivement la 3D temps réel, donc l'XR, avec l'intelligence artificielle et des principes de gamification sur un sujet autour du changement climatique. Alors, merci. Juste avant de commencer, je vais vous parler un peu des étapes qu'on va suivre pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. On va commencer, alors si on oublie l'introduction et la conclusion, on va commencer par parler d'abord d'exemples d'utilisation. Comme vous l'avez dit, il y a 3 domaines, 3 technologies qu'on veut hybrider. Pour être clair, autant commencer directement par vous parler de ce qui existe ou ce qui a existé. Donc des exemples très concrets sur l'hybridation des 3 et évidemment dans ces exemples, expliquer pourquoi on hybride et puis qu'est-ce que ça apporte. Ça, c'est la base. Une fois qu'on aura ça, on prendra un peu de hauteur et on essaiera de voir à travers tous ces exemples, de revenir sur les bonnes pratiques. Et puis aussi, c'est intéressant les contraintes que vous avez vues sur l'utilisation de ces diverses technologies et puis sur l'hybridation. Hybrider 3 technos, ça ne se fait pas tout seul, hein. Donc c'est intéressant. Et puis la troisième partie, on reviendra un petit peu sur les compétences, parce qu'ici on a plein de compétences dans ce salon, des compétences de narration, des compétences audio, vidéo, etc. Et évidemment, pour mettre de l'IA, pour mettre de la XR, pour gamifier un process, il faut des compétences spécifiques. Donc ce sera à nos intervenants d'expliquer si elles sont vraiment spécifiques, s'il faut des profils particuliers, si on peut monter en compétences et comment. Juste pour commencer, et avant de rentrer dans le détail des exemples, on a 3 mots que vous voyez sur l'écran. XR, IA, gamification. Est-ce que pour vous, alors on va faire un sondage très simple, est-ce que vous connaissez la XR, les technologies immersives? Levez juste la main, vous connaissez. Ok. Technologie immersive, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous voyez l'idée, c'est d'être immergé quelque part dans un environnement qui soit réel avec de l'addition d'éléments numériques, réalité augmentée, ou qui soit complètement virtuel, réalité virtuelle. Alors, on va faire quand même un petit truc, c'est quand on va parler d'immersion, ici, on va parler d'immersion, on va dire visuel et audio au minimum. Parce que les définitions de l'immersion, il y en a beaucoup, mais on va déjà s'ancrer sur ces deux sens qui sont importants. Est-ce que vous avez entendu parler de l'IA ? Ouais, là, je devrais peut-être demander qui n'en a pas entendu parler. Mais bon, intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de conférences très intéressantes sur le Satis. Donc nous, on va
focalisé sur l'intelligence artificielle générative. On ne fera pas de grosses définitions techniques, mais dites-vous que c'est quand même le cœur du sujet. Enfin, si vous l'avez sur d'autres formes d'intelligence artificielle, je vous laisserai le faire. Hein. Mais sur de la création de contenu, sur de la fluidification, on est souvent sur du génératif. Et puis, gamification. Pareil, gamification, vous connaissez ? Je ne suis pas un spécialiste. Hein. Marc, tu nous feras peut-être une définition plus complète, mais disons que la gamification, c'est utiliser des techniques du jeu dans un truc qui n'est pas un jeu, pour le rendre plus engageant, plus intéressant, dans la formation plus interactif et maintenir impactant. Voilà, impactant, ça c'est l'idée. Donc voilà, ces trois choses-là étant posées, maintenant, comment on les hybride ? Commençons par des cas concrets. Franck, est-ce que tu veux nous présenter, est-ce que tu peux nous présenter, puisque de toute façon tu n'as pas le choix maintenant que tu es là, un cas concret s'il te plaît. Oui, absolument. Je vais présenter un cas qui ne m'appartient pas, qui appartient à une entreprise qui s'appelle Méduse Violette, qui est dirigée par Olivia Papini, qui se trouve à Toulon. C'est un cas qui s'appelle Carnet Magique. Et donc, c'est une application qui a destination les musées. Par exemple, ça va avoir lieu en 2025 à Nice pour la conférence des Nations Unies sur les océans. Donc, c'est une application qui est une destination pour les enfants. Donc, il faut engager les enfants à avoir un peu de soucis d'écologie, préservation des océans. Il faut avoir un parcours donc, qui soit attrayant. Et donc, ces carnets magiques utilisent ces technologies. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, le principe, c'est on a bien sûr un wearable, une interface. Il s'agit là d'une interface téléphone portable ou interface tablette. Les élèves sont d'abord sensibilisés à l'utilisation en amont et quand ils arrivent sur place, donc ils s'inscrivent et ils rentrent leur nom, leur âge et là déjà il y a une interaction avec l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle en fonction de l'âge de la personne qui va utiliser l'application, bien sûr, va orienter et faire un parcours différent. Donc, première étape, c'est ça. Après, on choisit effectivement le parcours qu'on veut faire. On a un compagnon qui est dirigé par une intelligence artificielle, qui est cette petite tortue, qui réagit en direct à ce qu'on lui dit. Donc, il y a tout un apprentissage vocal qui est fait par l'intelligence artificielle en amont lors de la programmation, de façon à être un compagnon fluide et un compagnon avec lequel on interagit sans que ce soit toujours la même chose. En fait, l'expérience est vraiment individualisée en fonction de la personne qui est sur le moment sur le téléphone. Donc, on a cette interface avec cette tortue et puis on a plein d'activités à faire. On a du coloriage à faire, on a des choses en réalité augmentée, c'est là où intervient la XR, puisque la réalité augmentée fait partie de la XR. Donc on a du travail en réalité augmentée, on a des principes de jeu, parce qu'il est important de capter l'attention des enfants, alors sans trop en faire, mais je pense qu'on reviendra dessus, pour pouvoir finalement avoir une sensibilisation à l'écologie et aux océans. Donc c'est un cas concret qui me paraît très intéressant. Olivia travaille avec notre école, c'est pour ça que je présente cette interface. Elle s'est chargée chez nous de former les professeurs à l'intelligence artificielle et elle nous aide sur le développement de toutes les activités XR. Voilà, pour une petite présentation. Parfait, c'est un cas très concret. Par contre, je n'arrive pas à faire la diapo suivante. Ah, ça y est, elle arrive. Voilà. Donc, en réalité augmentée, effectivement, on peut travailler encore en plus sur des assiettes, par exemple, où on met le menu de ce que va manger la tortue. Voilà, c'est des petites activités, du coloriage interactif, de la réalité augmentée. Et c'est tout un principe de jeu vidéo, mais très, très éducatif et très, très engageant. Si on parlait maintenant de formation, pareil Marc, est-ce que tu peux nous expliquer ton utilisation de ces trois technologies, le pourquoi et le comment ? Avant tout, c'est parti sur un constat. Avec mes années d'expérience dans le monde de la formation, j'ai compris que la VR pouvait avoir un impact, va pouvoir accompagner le formateur à
à distribuer un savoir de façon différente, à des moments différents. La VR pure, en fin de compte, pouvait effectivement très calquer le geste et posture, en tout cas reproduire le métier, l'outil de travail, de pouvoir redéfinir le processus et le distribuer. Mais en tout cas, la VR avait du mal à aborder toute la partie soft skill, la partie le savoir-être, qui me paraît un peu plus délicat. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu, en tout cas, laisser l'apprenant tout seul dans ces univers-là. J'ai voulu qu'il puisse appeler un père, j'ai voulu qu'il puisse appeler un sachant à n'importe quel moment. C'est pour ça que j'y ai intégré, moi, l'IA conversationnelle, qui va se traduire par un véhicule, qui est l'avatar en lui-même, qui va être intelligent, qui sera demain un comptable, qui sera demain un boulanger, qui sera demain un mécanicien, pour pouvoir garantir cette interaction, cette simulation, cette réponse, cette validation. On parle de cas concrets, on travaille, et je vais taire pour l'instant les noms des clients, mais je travaille sur un CHU en ce moment. On va accompagner les futurs psychiatres à s'aguerrir au diagnostic de la bipolarité, de l'anxiété. C'est en fin de compte c'est l'avatar qui va reproduire et resimuler en fin de compte ces maladies-là pour, à l'issue de 7 minutes de conversation, le futur médecin va pouvoir donner ce diagnostic et s'appréhender en tout cas au réel avant de pouvoir passer effectivement à ses premiers diagnostics. Donc des cas, j'en découvre quasiment toutes les semaines et clairement on est en train de travailler autour de l'IA conversationnelle, mais on va amplifier tout ça avec de la multimodalité et on en parle un peu plus loin, mais on est en train de découvrir également quelque chose qui a des profondeurs qu'on explore encore. Philippe, en revenant sur de la sensibilisation, Oui. explique-nous. Alors, un projet que j'ai mené il y a quelques temps maintenant, il y a 1 an et demi, sur ces logiques d'hybridation, gamification, XR, IA. C'était un appel à concours d'une entreprise qui organise des conférences sur le domaine de l'immersif qui s'appelle AWE. Et ils ont lancé un prix pour lutter contre le changement climatique avec une récompense de $100 000. C'était il y a 1 an et demi, pour le gagnant d'une proposition de service destinée à permettre aux gens de lutter contre le changement climatique. C'est ainsi qu'est venue pour moi l'idée, l'opportunité de créer une application web combinant ces 3 technologies qu'on a évoquées, qu'on a baptisée Carbon Detox, pour utiliser le meilleur de ces possibilités afin de sensibiliser la population sur ce qu'est le changement climatique, comment on peut l'observer, comment on peut le comprendre et comment surtout on peut agir, à titre individuel ou collectif, pour lutter contre le changement climatique. Carbon Detox, donc c'était une solution, et c'est une solution WebXR qui utilise de l'IA pour plusieurs choses. D'abord, le contenu de l'application a été créé par de l'IA, donc les SR 360, les objets 3D qu'on a mis dedans, mais aussi et surtout permettre de voir l'invisible. Le problème du changement climatique, qu'on représente souvent par la tonne de carbone, puisque nous avons une consommation individuelle en France autour de 9 tonnes, c'est qu'on parle de choses qui sont invisibles. Un gaz inodore, incolore, invisible. Et que je me suis dit, mais si on pouvait immerger les personnes dans leur empreinte carbone, sous forme d'un histogramme dans lequel finalement on serait tout petit, ça serait peut-être un moyen de visualiser cette fameuse tonne de carbone dont on nous parle tout le temps sans qu'on ait aucune idée de ce que ça représente. Pour vous dire, 1 tonne de carbone, et la consommation française moyenne c'est 9 tonnes, 1 tonne c'est une sphère de 15 mètres de côté. C'est une montgolfière en fait, 1 tonne. C'est un bus anglais à double étage. Donc 9 tonnes, vous voyez ce que ça représente. Donc on a utilisé la réalité augmentée pour ancrer dans le sol l'histogramme de la personne et lui permettre, avec une logique de gamification, d'avoir un score pour calculer son empreinte carbone. Donc il y a des calculateurs fournis par l'ADEME, etc., qui sont libres d'accès. Et ensuite, dans une logique de gamification avec d'autres, une équipe, de définir une trajectoire et des engagements avec un suivi dans l'équipe pour s'entraider et se mobiliser sur « Ok, j'ai compris qu'en mangeant moins de viande rouge, j'allais consommer 3 fois moins de carbone qu'en mangeant du poulet, de la viande blanche. Je prends l'engagement de manger moins de viande rouge. Je vais passer à une consommation d'1 fois par semaine. Est-ce que je vais vraiment le faire ?» Ma femme, elle sait si je le fais vraiment, finalement. Et donc, cette logique de gamification était pour mobiliser les gens et assurer un suivi. Donc, des points, des scores. Et enfin, l'IA
Le problème, c'est que c'est très, très compliqué, cette histoire de changement de carbone. On ne le visualise pas. On dit, je vais faire quelque chose, mais on s'engage finalement à pas grand-chose. On a du mal à suivre. Et donc, on a mis en place un agent conversationnel généré par de l'IA. Comme ça a été dit tout à l'heure, au-delà du génératif, c'était le conversationnel, en langage naturel, pour incarner des coachs sur les 5 leviers du changement climatique sur lesquels on peut agir, le transport, la nourriture, les services, etc., l'habitat, qui nous a aidés à entraîner la personne à lui apporter des réponses à toute question qu'elle pouvait se poser. Et aujourd'hui, donc, cette intégration, on a pu se faire. C'est assez facile. Il y a des plateformes comme la nôtre, nos codes, qui permettent de le faire, de sorte que j'ai un coach qui m'accompagne dans ma trajectoire de lutte contre le changement climatique. Donc voilà les principes de Carbon Detox, cette application qu'on a déposée donc, pour ce concours AWE. Et on n'a même pas été présélectionné parmi les 10 finalistes pour les pitcher sur scène. Donc, il y avait, si je me souviens bien, il y avait beaucoup de réponses. Mais en fait, ils ont choisi la plupart des boîtes américaines, beaucoup d'institutions, des écoles, etc. Et puis peut-être que c'était il y a déjà 2 ans, c'était déjà peut-être un peu trop en avance, où j'ai pas su trouver les mots pour sensibiliser le jury. Enfin bref, c'est les histoires d'appel à la candidature, mais ça nous a obligés à sortir quelque chose. Alors, le bon côté de la chose, c'est que maintenant, tu as les mots pour convaincre le public ici. C'est ça qui nous intéresse. On a parlé de 3 cas concrets. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on appuie maintenant sur les avantages, et ensuite on abordera les inconvénients, de l'hybridation. Vous connaissez, avec le petit sondage qu'on a fait, donc vous connaissez à peu près les 3 technos, on est d'accord. Et s'il faut vous convaincre que l'IA, ça sert à quelque chose, que la XR, ça sert à quelque chose, et que la gamification, ça sert à quelque chose, on fera une autre table ronde. Pour l'instant, je vais supposer que vous êtes à peu près convaincus. Mais par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est de vous convaincre que hybrider les 3, c'est mieux que d'en utiliser une seule. Quels sont pour vous 3, maintenant c'est open bar, quels avantages concrets vous pouvez mettre en avant dans l'hybridation de ces 3 mécanismes? En gros, à quoi ça sert chacun des mécanismes et quel est l'avantage de les mettre tous les 3? Alors moi, clairement, c'est l'effet waouh. C'est ultra important. Ça garantit en tout cas la curiosité et l'attachement en tout cas de mes usagers. En fin de compte, c'est l'impact que je recherche, et de garantir en fin de compte cet attachement à cette expérience. Dans la gamification, on va aller chercher le rebond. On va créer en tout cas que cet apprenant soit pas éphémère, mais qu'il comprenne l'usage et qu'il puisse en tout cas être récurrent dans sa perspective et dans son référentiel pédagogique, et qu'il comprenne qu'à des moments clés, parce que clairement c'est un séquençage qu'il va falloir estimer, c'est l'hybridation ou l'hybridité de la modalité de distribution du savoir qui va être important. Mais en tout cas, c'est de pouvoir garantir effectivement... j'aime rappeler un peu les problématiques de la neuroscience au niveau des points importants de la cognitivité. En fin de compte, il faut de la répétition, il faut mettre de l'erreur, il faut avoir tous ces usages-là pour pouvoir garantir une impression plus profonde. Donc, les gains, c'est qu'avec l'addition de ces 3 technos, avec ces 3 solutions, on arrive en tout cas à couvrir un spectre assez large pour pouvoir garantir cet impact le plus profond possible. Donc on garantit l'impact. Oui, il y a vraiment des avantages à l'hybridation, très clairement sur l'immersif. Si on prend les exemples, par exemple le métavers, qui a été dans ses démarrages un univers un peu vide et donc qui suscitait peu d'intérêt. L'immersion avec les technologies IA et gamification est vraiment énoncée pour pouvoir attirer en fait l'attractivité et éviter la distraction. Il y a un parcours qui est guidé et personnifié par l'IA, qui permet de toujours susciter l'intérêt et de garder, je dirais, une certaine adrénaline à l'utilisateur. Alors, chacune de ces approches a ses avantages et ses éléments distinctifs. Pour moi, l'immersif, c'est l'expérience, c'est notre vécu du monde et des choses. Et l'avantage de l'immersif avec la 3D,
c'est qu'on voit les choses comme on les voit dans la vraie vie, en relief. Donc, on peut s'immerger beaucoup plus facilement en voyant un avatar en 3D, en voyant un objet en 3D, que si on le voit sur un écran plat, que ce soit un téléphone, un ordinateur. Il n'est pas dans la vraie vie. L'IA, dans le projet Carbon Detox, son atout, au-delà du coût, qui permet de générer des contenus facilement en 3D ou en 2D, ou des vidéos, enfin bref, c'est devenu une commodité très rapidement. Et n'importe qui, même quelqu'un qui ne sait pas le faire, qui ne sait pas dessiner, est capable de faire des vidéos, capable de faire des images, presque capable de faire des modèles 3D, à des coûts ridicules. Son élément tout à fait distinctif, c'était cette capacité à avoir une interface avec l'utilisateur en langage naturel. Pouvoir parler comme je parle en ce moment et être compris via une intelligence artificielle qui n'était pas sur mon téléphone, qui était dans le cloud. Donc c'est vrai qu'il faut une infrastructure adaptée, mais les réseaux le permettent aujourd'hui. Pour comprendre ce que je dis, quelle que soit la grammaire, quel que soit le vocabulaire, adapté au contexte et me répondre avec un avatar en 3D ancré sur le sol, physiquement que je vois, créer une proximité, une empathie, qui me semble-t-il, enfin c'est pas seulement moi qui le pense, on le voit quand on le fait, et toutes les études le montrent, permet de créer cet engagement auquel on est tous sensibles. Enfin, la gamification, l'intérêt, je pense, vraiment fondamental, c'est qu'on aime apprendre en s'amusant. Et jouer, donc cette logique de participer à plusieurs, de ne pas être seul, mais aussi d'avoir un score, pouvoir se mesurer avec les autres et avec soi-même, génère un processus d'engagement, encore une fois, bien supérieur. Et cette nécessité, parce que c'est quand même le sujet, à mon avis, qui vient compléter les solutions, les usages qu'on essaye de créer, la récurrence de l'usage. Le jeu permet de revenir sans avoir à promouvoir à nouveau. Donc, tous ces effets combinés, alors ça pose des difficultés, c'est pas si simple évidemment, ça nécessite une réflexion, on aura l'occasion d'en reparler, mais permettent de combiner, on va dire, le meilleur des trois mondes pour un monde encore plus puissant. Alors, je voudrais juste qu'on insiste un tout petit peu sur l'IA, c'est pas parce que c'est à la mode, bien sûr, mais c'est que tout le monde en parle beaucoup. On comprend bien qu'il y a quand même deux faces intéressantes. Il y a une phase qui est, alors on parle de l'IA générative toujours, il y a une phase qui est une phase ou une face, je sais pas, qui est vraiment de la création de contenu. Et c'est un point assez douloureux dans la XR, souvent. Alors douloureux, pas parce que c'est difficile à faire, mais parce qu'il faut des compétences et du budget, pour la plupart du temps. Donc ça règle un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a un aspect de l'intelligence artificielle générative, on va dire temps réel, dont vous parlez tous, qui me fait beaucoup penser à ce qu'on appelle une interface, en fait. C'est une interface entre l'algorithme, le programme, et la personne en face, histoire de fluidifier les contacts. Est-ce que ces deux aspects sont très importants ? Est-ce que cette interface, c'est un peu ce qu'on attendait justement pour rendre les expériences de XR plus facilement abordables pour tout le monde finalement ? On est clairement dans de l'UX, on est sur de l'interface et de l'expérience utilisateur. Et effectivement, l'IA permet d'améliorer cette interface et cette expérience. Après, je dis toujours, comme je le dis à mes élèves régulièrement, il faut utiliser l'intelligence artificielle là où on est expert. Sinon, on obtient un résultat très moyen. Et c'est pareil dans une démarche où on fait une hybridation. Il faut effectivement des experts à chaque étape. C'est le secret pour qu'effectivement ce soit une expérience réussie. Je pense que c'est un fil conducteur. On est parti en fonction d'un constat des premiers usages et de pouvoir l'interpréter avec ces outils-là. Moi, par rapport à l'éducation et au transfert de compétences, il y a un souhait, il y a un saint graal qu'on veut tous, c'est l'adaptive learning temps réel. Ça veut dire que demain, je pense, et on promptera dans un moteur pour pouvoir générer de façon quasiment automatique l'ensemble du contenu pédagogique séquencé avec l'ensemble des outils pour pouvoir garantir en temps réel, en tout cas, la mise en pratique du souhait. Parce que le monde du travail est en train de changer, parce qu'on va travailler de plus en plus à la mission, à la tâche. Donc, il va falloir y associer un savoir de façon quasiment automatique pour pouvoir garantir l'aboutissement. Donc oui, pour moi, c'est
en tout cas, c'est quasiment une roadmap, en tout cas, par rapport à l'ensemble des fonctionnalités et la compilation de tout ça pour garantir l'aboutissement du temps réel au sens absolu de la chose. Alors, je pense que vous êtes convaincu qu'il y a quand même quelques avantages à hybrider ces 3 technologies, normalement. Il faut quand même qu'on parle des contraintes. Si c'était si simple, tout le monde le ferait, mais on aurait tous ces utilisations-là. Quelles sont, selon vous, les problématiques particulières d'hybridation de ces technologies ou les contraintes que vous avez dû lever pour aller vers votre produit final ? Bon, disons que je ne suis pas sûr que la gamification puisse parler d'une technologie, je dirais que c'est plus une approche. Mais peu importe. De toute façon, cette approche pédagogique ou d'apprentissage ou bref de jeu, comme on dit en anglais serious game, de jeu sérieux, nécessite d'être mise en place dans une technologie puisqu'on est dans le digital. Les contraintes, quelque part, sont un peu paradoxales. C'est-à-dire que c'est nouveau. Pour beaucoup de choses. L'immersif, on peut quand même considérer que ça reste nouveau. L'IA, on en parle depuis 2 ans. On parlait avant d'intelligence augmentée. Je me souviens en 2016 d'une conférence Microsoft qui commençait avec de l'IA pour reconnaître des objets ou des formes dans un tableau de maître, parler d'intelligence augmentée. Ça aurait été peut-être pas mal de garder parce que artificiel fait peur à tout le monde. Ça paraît très dystopique, etc. Bien. Et enfin, la gamification, c'est des concepts qui sont finalement assez hérités du jeu vidéo, où les engagements sont extraordinaires pour certaines des populations et la plupart des gens jouent. Les contraintes, donc, c'est le foisonnement des solutions et le coût qui peut apparaître important. Dans notre approche, nous, de la compagnie des rêves éveillés, on a développé un studio no-code. Et donc, ça permet aux gens, sans avoir d'expertise, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir faire, mais on n'a pas besoin de codeurs. On est censé pouvoir faire tout en drag and drop, en déplaçant des objets, en définissant des états, en définissant des choses, tout en no-code. Il a fallu qu'on adapte la plateforme pour supporter un truc comme Carbon Detox parce que c'était une couche de complexité plus grande encore. Il a fallu intégrer le module d'intelligence artificielle. On n'allait pas le développer, mais il y a foisonnement de solutions. Il y a même des IA qui vous aident à trouver les bonnes solutions d'IA ou à trouver les bons prompts. Donc il a fallu l'intégrer avec la plateforme qui supportait le jeu. Et puis cette gamification, c'est pareil. Expert en jeu, moi je ne le suis pas. On s'appuie sur notre vécu un peu. Et il faut aller quand même chercher de l'information. Donc au final, je crois que les solutions technologiques multiples sont là, plus ou moins complexes, mais ce qui reste indispensable et que l'IA ne remplacera pas, c'est l'expérience, le savoir-faire, la couche de personnalisation ou de look and feel pour s'adapter à son audience. Donc il reste des contraintes, il reste beaucoup d'expertise, mais beaucoup plus facile d'une certaine façon à mettre en œuvre et beaucoup plus rapidement. Je pense que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient juste d'être dit. C'est que moi, je constate c'est que ça va vite. C'est que chaque semaine, on prend des claques. Il y a des nouvelles annonces, des nouvelles technos qui sont en train de disturber l'un avec l'autre. C'est qu'à un moment, il faut prendre un constat, il faut partir d'un symposium par rapport avec quels sont les outils et l'objectif qu'on veut y faire. Et à un moment, arrêter de regarder que devant ou dans le rétro. Il faut partir avec sa solution et de pouvoir l'appliquer. Non, ça va très, très, très vite. C'est que... Il y a cette contrainte où la technologie d'hier est peut-être déjà dépassée dès qu'elle est sortie. Donc, il faut être garant, en tout cas, de l'interopérabilité, d'être pas trop lié avec un tel ou un tel pour garantir, en tout cas, cette portabilité et que vos lignes business ne soient pas modifiées du jour au lendemain parce qu'un tel ou tel éditeur a fait des choix différents. Donc, ça fait partie, en tout cas, pour moi, des enjeux et des problématiques que j'essaie de piloter le moins impactant sur la solution. Alors, il y a des contraintes effectivement à la création qui ont été très bien formulées. Il y a aussi des contraintes pour la destination. Il faut forcément des interfaces pour pouvoir vivre ces expériences. Et si on prend par exemple la culture ou les musées ou l'éducation, effectivement, il y a un problème des fois d'accessibilité à ces technologies, si on doit parler de façon globale ou mondiale. Et puis, en plus de ça, il y a effectivement le fait que ça demande un accompagnement généralement individualisé. Au départ, on n'est pas encore, tout le monde ne sait pas encore se servir de ces technologies, donc ça c'est un inconvénient notable. Et puis l'utilisateur final, donc qui va utiliser ces applications, doit
lui aussi ne pas être saturé d'informations et toujours avoir, un bon équilibre entre le réel et le virtuel pour pouvoir vivre correctement son expérience. Donc, ça donne des contraintes multiples en fait qui sont assez liées aux technologies de base. On va dire, comme tu dis, on va considérer que la gamification, c'est une façon de faire qui est une technologie, enfin un ensemble de technologies. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça va très vite. On entendait déjà ça dans la XR. Et au final, le mantra qu'on essaye de porter, c'est de dire c'est très bien que ça aille très vite, parce que ça veut dire que ça évolue. Mais pour vous, arrêtez de courir et faites quelque chose. C'est assez basique, mais au moins, vous aurez une idée de fonction, de fonctionnalité, de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je voudrais quand même que vous reveniez sur cette notion de dépendance aux outils, juste pour qu'on en reparle un peu, parce qu'évidemment, quand on hybride des technologies, on n'est pas créateur des briques fondamentales de ces technologies, et plus on hybride de trucs, plus on est à la merci d'un problème d'une des briques. Donc comment on fait aujourd'hui pour se prévenir autant que soit peu des dépendances technologiques sur la XR, sur l'IA, sur la gamification, je pense que ça va, comme c'est une méthode, mais au moins sur la XR et l'IA. Comment on peut sécuriser cette hybridation ? Moi, clairement, c'est une veille continue. Ça fait partie de notre ADN. C'est d'être garant, en tout cas, avoir 2-3 étapes devant pour pouvoir encaisser lorsque ça sort et d'être prêt, en tout cas. Donc, effectivement, soit on est porteur, nous, déjà d'une idée, et donc on va rassembler autour de notre communauté pour garantir être porteur et combiner les bonnes pratiques ensemble. Mais pour moi, avant tout, c'est une veille quasiment au quotidien. L'équipe, de façon hebdomadaire, vient nous challenger et on se challenge mutuellement. On essaie pas de se faire peur, mais on essaie de s'ouvrir les chakras mutuellement et se garantir. Tu as vu ce qu'on arrive à faire maintenant, tu as vu. Et à chaque fois, il n'y a pas une semaine où on ne se prend pas des claques. Mais ouais, c'est la veille en tout cas qui va nous garantir en tout cas cette orientation. Pas modifier la roadmap, mais en tout cas, soit nous la confirmer. En tout cas, on ne veut pas être non plus dépendant et être à la merci d'eux, mais ça nous garantit en tout cas l'éveil qu'on veut également sur notre produit et notre solution. Oui, juste pour préciser, la dépendance et les risques ne sont pas uniquement technologiques. On peut imaginer qu'un OpenAI, un machin, change de technologie, etc. Mais on a vu, et dans la XR on connaît bien, on peut imaginer aussi qu'un fournisseur de technologie change son mode de licence et que d'un coup, votre facture de $2 par token passe à 50 et votre modèle économique est mort. Mais vous aussi d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu venir. C'est marrant, ce que tu dis, la veille, j'ai bien l'image, vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, vous roulez dans une autoroute la nuit, par temps de brouillard, et vous essayez de voir le mieux possible le mur ou la bagnole qui arrive pour éviter la collision. La XR en ce moment, l'IA en ce moment, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Ouais, il y a une vraie dépendance technologique. Si on prend ne serait-ce que ce salon du Satis, on parle d'Unreal à chaque fois qu'on parle de XR. Quand il est question de 3D temps réel, c'est toujours ce moteur qui revient en tête. Il y a Unity, bien sûr, mais c'est quand même Unreal qui revient en tête. Ils sortent, il y a quelques jours, là, une visite de Rome en temps réel qui est de qualité cinématographique. On est avec cette dépendance, comme de dépendance à OpenAI, effectivement, sur tout ce qui est détection des langages. Il y a une vraie dépendance technologique, ce qui veut dire qu'on va tomber forcément au bout d'un moment dans un format aussi. Donc le meilleur moyen de contrer ce format, c'est effectivement la veille, pour toujours être au courant de ce qu'on se fait, et c'est d'avoir un service de R&D, c'est de faire de la recherche et de compléter cette offre avec nos propres recherches et d'essayer d'améliorer toujours pour étendre le format et faire que ce ne soit pas qu'une société qui détienne la technologie. Ouais, moi je compléterais parce que je suis évidemment d'accord. Cette nécessité de faire une veille et de tester constamment, de remettre en cause. Et on est dépendant. Quoi qu'on fasse, on est dépendant parce qu'on n'a pas les moyens de développer sa propre intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou conversationnelle. Pour faire du génératif, c'est des bases de données, des bases de connaissances qui coûtent des milliards à mettre en place. L'Europe n'est même pas capable de suivre la course avec les Américains et les Chinois sur le domaine. Donc on va aller s'appuyer sur des solutions de partenaires, des solutions tierces, avec ce risque de changement de modèle économique
ou d'approche à tout moment, et donc on est soumis à ça. Dans l'XR, il y a des plateformes, des solutions pour générer des apps, il y a des solutions pour faire du web XR. On en utilise une et on est dépendant. Si elle évolue d'une certaine façon, évidemment, on est coincé. Ça reste quand même des pages web, mais ça ne change pas comme ça. Mais sinon, on ne fait rien. Donc, moi, je pense qu'il faut, comme ça a été dit, mettre le pied à l'étrier, démarrer, commencer sa courbe d'apprentissage et s'appuyer sur des solutions, mais on n'a pas de certitude sur la pérennité des solutions. Et de toute façon, il y a des nouveaux devices, des nouveaux matériels qui sortent, avec lesquels certains connaissent le succès, d'autres ne le connaissent pas, ou pas tout de suite, ou jamais. Et là encore, il faut constamment s'adapter. Donc c'est un peu le problème. Si on essaye de faire des choses nouvelles, il faut constamment mettre à niveau et avoir les moyens de le faire. Et il y a une clé importante aussi, c'est il ne faut pas avoir peur. Il faut s'engager très vite. Mon premier ordinateur, 1981, c'est pour ça que tous les ordinateurs me parlent et que j'arrive effectivement à les prendre en main très rapidement. Donc on est dans des technologies qui sont une vraie révolution et on ne peut pas passer à côté. Donc il faut s'engager. Alors l'avantage qu'on a aujourd'hui en 2024, quand même, il faut être clair avec ça, par rapport à quelques années avant, on va dire, c'est qu'on a plein d'outils disponibles. Ça, pour le coup, vous pouvez tester de l'OpenAI, vous pouvez tester du Mistral, de l'Anthropic en version gratuite, freemium, etc. Vous pouvez même automatiser, alors ça doit être avec Mistral, vous pouvez automatiser un peu des flux et des appels au moteur Mistral. Alors, il y a des limites, bien sûr, c'est du freemium, mais vous pouvez tester tout ça. Vous avez des MOOC pour vous apprendre à utiliser les IA, la XR, etc. C'est quand même assez intéressant de pouvoir mettre les mains dedans et de voir un peu comment ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire, comme vous l'avez dit, devenir expert. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez au moins commencer à tester les choses et sentir un peu toutes les promesses et les difficultés de ces technologies-là. J'aimerais aussi que vous reveniez un tout petit peu sur ce que tu as dit, Franck, à un moment, c'est la partie distribution. Parce que c'est bien de faire des produits, mais comme vous imaginez bien, il faut qu'il y ait un utilisateur ou une utilisatrice à la fin. Donc, comment on favorise la distribution? Je n'aime pas dire ça, mais comment on fait que le produit il arrive dans les mains de la personne qui en a besoin? Et quels sont les freins? La problématique, elle est un peu semblable à celle du jeu vidéo. On est soit sur un système d'abonnement, soit sur un système freemium qui permet effectivement d'accéder aux applications et on peut rajouter des contenus avec des achats. Et je crois qu'il ne faut pas oublier non plus l'apport que peuvent faire des États si ils veulent que les applications fonctionnent. Là, on parle de culture, on parle d'éducation, on parle d'environnement, on parle de choses qui sont humanistes. Donc, c'est aussi des choses à subventionner. Ça fait partie des possibilités pour développer ces applications. Et puis sinon, c'est l'utilisateur qui paye par intermédiaire de publicité ou d'achat d'assets, par exemple. Alors, une question rapide avant que vous repreniez. Qui dans la salle a utilisé un moteur d'intelligence artificielle type ChatGPT pour tester? Ok. Qui dans la salle a un casque de réalité virtuelle, alors type Meta, Pico, machin, truc, tout ce que vous voulez? Ça fait beaucoup. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais je veux dire, il y a quelques années, c'était pas ça, évidemment. Mais il y a rien que 2 ans, la disponibilité d'un casque, quand on posait la question dans cette salle, c'est sur la scène qu'on levait la main, pas dans le public. Donc ça veut dire aussi que alors, je ne veux pas dire que la distribution est plus facile, parce qu'il faut avoir le casque, connaître la bonne pratique et tout. Ouais. Mais est-ce que c'est plus facile? Alors, je pense que tu vas nous parler de casque et d'autres choses, j'imagine. Non, pas vraiment. Non, je voulais revenir sur la distribution. Bon, la distribution, c'est comment je touche mon public, comment je lui fais connaître et lui donne envie de venir. Et puis après, il y a le modèle économique. Comment je peux gagner ma vie le cas échéant? Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que c'est un modèle gratuit avec de la publicité? Est-ce que c'est un modèle freemium, un modèle premium? Bref, il y a une telle variété. Mais de toute façon, il faut créer ce point de contact. Et ce point de contact, en fait, c'est le sujet de la communication, de la distribution. Moi, je crois qu'aujourd'hui, face à ce que j'appelle le digital déluge, à savoir, on est tellement sollicité
Et il y a une telle offre digitale dans tous ces domaines que c'est devenu très, très, très compliqué de trouver le moment pour avoir l'attention du public. Et ça ne fait qu'empirer, ça ne fait qu'accélérer, ça ne fait que devenir de plus en plus, en quelque sorte, insupportable. Et on a développé nous-mêmes, les êtres humains, des mécanismes cognitifs pour ne plus voir ces sollicitations qui sont souvent intempestives, interruptives, invasives. Je crois qu'aujourd'hui, les solutions, elles ne sont pas simples non plus. C'est d'arriver à créer une communauté. Pour que finalement, ça soit la communauté qui parle de façon positive des choses que vous avez fournies à cette communauté, que ce soit des outils, que ce soit des forums, et que vous n'ayez plus qu'à entretenir et faciliter la communication dans cette communauté. Et c'est encore un savoir-faire, mais nul doute que, au-delà de la solution, de la proposition de valeur, de tout ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à toucher par un moyen ou un autre le public, ça ne sert à rien. Vous avez investi du temps, de l'argent, mais il n'y a pas d'usage. Et donc, il faut trouver le moyen le plus pertinent, et c'est souvent le plus coûteux, même si ce n'est que du marketing, on va dire ça comme ça, c'est peut-être un gros mot, mais il faut toucher son public d'une façon ou d'une autre, et quelque part de façon efficace. Donc Marc, toucher le grand public ou les entreprises, même combat. C'est encore un mot que j'utilise souvent, moi, j'ouvre les chakras, qui veut dire, il y a une volonté, on n'est plus forcément dans la période d'évangélisation. On est sorti un peu de cette phase-là. Il y a encore, moi, j'ai quand même un peu plus de 50% de mes prospects clients qui n'ont pas encore posé un casque sur les yeux et qui vont faire leur première expérience avec cette conversation, etc. Moi, je passe généralement, c'est ma nature, on est sur la définition du fameux ROI, mais pas forcément argent. Quel est l'objectif que je vais couvrir? Quel est le gain que je vais y gagner? C'est important de le définir afin de garantir cet investissement, cette innovation. Faire de l'innovation en ce moment, pour l'entreprise, c'est compliqué. Un sou est un sou. Donc, quel est en tout cas le rapport gain que je vais pouvoir y gagner? En tout cas, ça fait partie, moi, de mes enjeux. Et derrière, on passe automatiquement par le système du POC. C'est le proof of concept, comment on l'a fait atterrir, comment on le fait vivre, comment on fait adhérer, en tout cas, ce principe-là. Et j'aime dire à mes clients, ce POC-là va être également l'outil fondamental pour pouvoir faire atterrir l'usage dans l'entreprise, garantir l'attraction dans l'entreprise, que ça soit une première expérience le plus transversale dans l'entreprise ou en tout cas dans les communautés pour pouvoir garantir que ces futurs utilisateurs en deviennent des ambassadeurs et qu'ils puissent ensuite être également les porteurs en tout cas du projet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis à l'heure actuelle. Il n'y a pas un client qui encaisse en fait sur ses premières expériences. Je parle de ça, j'ouvre les chakras, on fait discuter des gens avec un avatar en temps réel, avec l'ensemble de l'aspérité. Je vois les gens avec des papillons, je vois des gens avec de l'électricité dans les yeux. Mais j'en fais quoi? Qu'est-ce que ça va me servir? Où je l'emmène? C'est cette période de digestion. Encore une fois, je fais ces parallèles sur la cuisine, même si on pourrait en parler longtemps, mais ça fait partie en tout cas de cette période où je vais mûrir en tout cas l'atterrissage pour pouvoir garantir une deuxième réunion où on va brainstormer ensemble pour pouvoir garantir est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça on peut? Est-ce qu'on pourrait passer par là? Donc on va construire ensemble et maturer, comme on dit au Québec, l'expérience pour pouvoir garantir l'expression du besoin et de garantir l'objectif et de le couvrir. C'est tout l'enjeu. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Ouais, donc développer et s'accrocher à l'usage pour développer quelque chose de concret et d'utile. Ça a l'air bête de le dire, mais est-ce qu'on peut prendre quelques instants si vous avez des questions? Dites-moi, j'ai vu à la vache, je vous ai repéré, j'arrive. Merci. Bonjour. Ma question, elle est assez simple en fait. C'était plutôt une remarque sur ce que vous avez dit, Grégory. On a dit qu'il y avait pas mal de gens qui ont posé un casque sur la tête dans la salle. Je pense qu'on n'est pas du tout représentatif déjà de la population. C'est un éternel optimiste. Ouais. Ensuite, je pense que ce qui manque dans l'écosystème, c'est des prescripteurs de ces technologies-là. Est-ce que justement, c'est pas le rôle des pionniers que vous êtes, finalement, en tout cas en France, notamment dans le e-learning immersif, d'aller prescrire ce genre
d'idées, alors peut-être avec des universitaires, peut-être auprès des médias. Merci. Alors, très clairement, c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien. Effectivement, on parlait de période d'évangélisation, même si effectivement on sort de cette période puisqu'on est avec de plus en plus d'utilisateurs, on est toujours à vanter cette technologie. Si je prends l'exemple de mon école, la XR est arrivée il y a quelques années maintenant. On a des casques immersifs. Toutes les premières années prennent ces casques immersifs et ont une initiation complète de ces technologies parce que ça fait partie effectivement de leur futur et on enseigne les métiers du futur, les métiers de demain. Donc on n'a pas le choix de passer à côté. Et puis effectivement sur le grand public, il y a besoin peut-être d'un peu plus d'accessibilité, mais il y a quelque chose qui se met en route quand même. Si on regarde par exemple les médiathèques, si on regarde les centres culturels, de plus en plus de municipalités vont vers ces technologies. Donc je pense qu'on avance beaucoup à ce niveau quand même. Clairement, il y a des enjeux sur des communautés très académiques où il y a encore beaucoup de freins. En tout cas, moi, ce que j'essaye, c'est surtout de rassurer le détenteur du contenu, le possesseur de ce savoir qui ne va pas être remplacé. On va surtout lui accélérer sa capacité à transmettre. Moi, j'étais pas plus tard qu'hier devant plus de 300 personnes de l'éducation nationale. Il y a des défis d'infrastructure déjà, déjà au sein de notre couche et notre système éducatif. Donc, allons pas trop vite, parce qu'on peut leur faire voir comment on va sur la Lune, mais malheureusement, je ne sais même pas aller à Paris. Alors, ça va être compliqué, mais c'est effectivement c'est ce travail-là. Toute communauté a différentes accélérations sur cette technologie, mais oui, ça fait partie de notre mission, c'est de pouvoir faire adhérer et de promouvoir nos solutions et de garantir en tout cas cette vision et de pouvoir créer de l'adhésion. Ouais, ça fait partie de ma job. Ouais, justement, effectivement, je pense qu'on a tous, naturellement, ça fait partie de notre culture, une résistance au changement. Et sans doute, plus on vieillit, plus cette réticence devient profonde et ancrée. Quand on est jeune, finalement, on n'a pas encore d'habitude, donc on a moins d'hostilité à changer. Est-ce que tu veux dire que les vieilles institutions auraient du mal à changer ? Je pense que plus une structure est grosse, plus c'est difficile aussi de la faire changer. Donc c'est pour ça qu'on parle de la fluidité des petites entreprises par rapport aux entreprises où il faut mobiliser énormément de monde. C'est très coûteux et les processus de décision qui sont extrêmement complexes prennent aussi du temps. Donc certainement que l'État peut jouer un rôle de prescripteur, mais ce n'est pas forcément le plus dynamique. Jusqu'à présent, en tout cas avec le digital, moi je n'ai parlé que de ma vécu, c'est l'émergence en l'espace de 20-30 ans dernièrement du digital, de l'Internet. Finalement, c'est les utilisateurs qui ont créé les usages avant que les entreprises, avant que les services publics, avant que, on va dire, les professionnels ne s'en emparent. C'est quand même les usages d'abord. Et c'est pareil aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est pas nouveau, mais ça fait peut-être 5-10 ans qu'on a trouvé les mots pour qualifier gamification et que tout le monde essaye d'aller dans ce truc-là, etc., etc. Donc, il faut mettre à disposition et laisser les usages capables de les observer. Le problème qui se pose, c'est que pour financer cette création et cette mise à disposition dans des modèles qui sont souvent gratuits parce que ça enlève un frein qui est le coût, eh ben, il faut beaucoup d'argent. Et d'où les levées de fonds, d'où le financement par les capitaux risqueurs. Et là encore, on n'est pas forcément toujours les mieux armés avec cette aversion au risque dont on dispose dans notre culture, qui fait que finalement, c'est souvent des entreprises qui étaient américaines, et puis maintenant quelques-unes chinoises qui s'imposent pour créer des usages avant d'entrer vers un modèle économique. Finalement, vous avez pas mal répondu en fait, mais moi ce que je me demandais c'était, du coup, on a parlé, c'est quels sont les derniers acteurs qui manquent pour vraiment lancer ces nouveaux métiers. Alors c'est le sujet de cette conférence, mais est-ce qu'il manque des talents, des techniciens spécialisés, parce que c'est un mix entre le jeu vidéo, l'audiovisuel plus classique, des nouveaux métiers autour de l'IA, et est-ce qu'il y a autre chose, des métiers qu'on n'imagine même pas qui manqueraient, ou des métiers plus traditionnels qui devraient se transitionner vers ça? Par exemple, est-ce que on devrait retrouver les distributeurs classiques qu'on a dans l'audiovisuel, mais pour vos métiers qui vont loin?
Il y a déjà des études effectivement de plateformes spécialisées, hein, puis il y a déjà des plateformes spécialisées, ne serait-ce que sous les casques de réalité virtuelle, dans des plateformes comme Meta, effectivement, qui distribuent des applications, mais il y en a d'autres. Et les briques manquantes, elles sont en train de se construire. Si je prends l'exemple de mon école, de l'IDEM, ça fait déjà 5 ans qu'on a introduit l'IA et la XR pour toutes les sections. Audiovisuel, son, cinéma d'animation, développement d'applications, communication graphique, tous sont augmentés parce que c'est demain. Donc, il faut absolument qu'il y ait ce souci de formation, effectivement, dans toutes les écoles. J'ai la chance d'être dans cette école, mais toutes les écoles ne font pas cet effort-là. Notamment l'école publique a un peu du mal, mais c'est une question d'inertie. Hein. C'est parce que c'est un gros mastodonte qu'il faut faire évoluer. Si on regarde nos administrations publiques, elles travaillent encore sous Windows XP. Donc, je veux dire, il faut quand même un temps pour que les choses arrivent. Mais il y a un effort de formation à faire. Ça, c'est le principal. Former, effectivement, aux nouvelles technologies pour que plus tard, les métiers augmentés permettent de faire avancer l'ensemble de ces technologies-là. Clairement, on ne peut pas encore donner des noms à ces métiers-là. On est en train de les créer clairement. On travaille sur du mouton à 5 pattes avec plusieurs capacités sur la même tête. Mais en même temps, je pense que c'est la diversité qui fera construire la richesse de nos ressources. Et c'est ce qui fait la force également de ces univers gamifiés ou quoi que ce soit. On arrive à faire parler l'artiste pur avec le technicien, le développeur. Je pense que là, on va y ajouter le data scientist, on va y ajouter le prompt ingénieur afin de pouvoir garantir une couche supplémentaire. Donc oui, on a ce défi d'avoir, en tout cas cette ouverture d'esprit. C'est surtout ça par rapport aux compétences qu'on onboard dans nos sociétés. Et de la curiosité, c'est effectivement les premiers enjeux. Hein. Et de toute façon, lorsqu'on fait du recrutement dans ces univers-là, c'est le mode solution, la curiosité, l'ouverture, l'esprit critique, le regard au monde qui nous entoure et comment je l'interprète. Ça fait partie en tout cas moi, des soft skills qui sont importants et qui seront également garants dans ces métiers-là. Alors, c'est un éternel recommencement, hein, parce qu'il y a quelques années au Satis, on avait discuté avec un réalisateur qui nous expliquait à quel point il avait transformé son métier avec les caméras 360. Parce que quand on n'a plus de cadre, il faut peut-être réimaginer comment on raconte une histoire, etc. Et 1 an ou 2 ans après, alors c'était pas le même réalisateur, mais une personne venait nous expliquer que c'était super marrant de faire un film dans un monde virtuel, parce qu'il fallait repenser complètement les mouvements de caméra, puisque tout est virtuel, on fait ce qu'on veut, etc., etc. Et dans les 2 cas, dans ces 2 exemples, en fait, assez basiquement, c'est des gens qui avaient des compétences, qui ont trouvé un couteau, on va dire, et un nouvel outil, et qui se sont dit, tiens, je pourrais en faire quoi à partir de ce que je connais. Donc, probablement que cette partie-là... Alors, sur la XR, on est un peu passé, parce qu'il y a des formations, comme tu l'as dit... Il y a des gens qui sont formés vraiment sur la XR, on connaît les trucs, il y a plein de choses à découvrir, hein, mais on est un peu passé. Sur l'IA, je trouve qu'on est en plein dedans et on a une foultitude de solutions et des bidouilleurs dans tous les sens qui vont faire probablement des trucs horribles et qui ont déjà fait des trucs horribles que vous allez voir passer, mais il faut passer par là pour aller trouver ce qui est intéressant, quoi. Alors, on doit encourager l'utilisation de l'IA dans toutes les formations. Tiens, parfait, un conseil. Oui. Tous les gens qui sont là veulent absolument tester de l'IA, se former, je ne sais pas, découvrir ou de la XR et de la gamification. Il faut qu'ils fassent quoi ? Il faut aller fouiller, il faut aller chercher, il faut utiliser les solutions qui sont en ligne. Effectivement, un chat GPT gratuit, c'est déjà une expérience d'intelligence artificielle. Si vous voulez aller un peu plus loin, et pouvoir mettre en relation plusieurs intelligences, plusieurs plateformes, utiliser Make, par exemple, qui est une interface qui permet d'avoir plusieurs robots les uns dans les autres. Utiliser Browse.ai, par exemple, pour aller chercher des données sur Internet, les traiter avec une intelligence artificielle comme ChatGPT et en tirer ensuite un tableau que vous aurez directement à télécharger sous Excel. Il y a toujours une application qui peut vous servir. Ce qu'il faut, c'est expérimenter. L'expérimentation, c'est la solution de toute façon pour pouvoir avancer. Ouais, je suis d'accord. Ça a été dit, mais c'est la curiosité d'abord. Hein. La nécessité de s'adapter en permanence, et même si aujourd'hui ces technologies apparaissent nouvelles, elles sont déjà quelque part anciennes. Il y a une multitude de solutions disponibles gratuites. Et il faut de la curiosité. Et
consacrer du temps et développer et mettre en place le plus tôt possible sa courbe d'apprentissage pour avoir cette expérience du monde et des choses qui nous permet de prendre des décisions plus facilement ou de trouver les experts ou des gens qui ont déjà fait. Mais la connaissance théorique n'est plus suffisante. Il faut vraiment, parce que c'est possible, faire soi-même. Après, oui, ça a été dit aussi, c'est vrai qu'on est face à plein de solutions et qu'on ne peut pas avoir toutes les expertises. Donc ça va être un travail d'équipe et ça va être un travail de coordination par rapport à un objectif, un projet, une deadline, un budget à couvrir. Alors je parle pour le monde de l'entreprise, pour satisfaire des clients et des utilisateurs. Mais oui, c'est cette combinaison et puis se planter, mais aussi des solutions qui ne fonctionnent pas ou qui tombent en désuétude. Parfois elles renaissent, parfois elles ne renaissent pas. Là encore, je vous parle de mon expérience. On ne se souvient pas peut-être que les QR codes, par exemple, qui sont maintenant partout. Moi, j'étais là quand j'étais dans le mobile à l'époque, dans les années 2000. Les boîtes qui se sont lancées dans le QR code se sont toutes plantées. Parce qu'en Europe, en France, ça ne marchait pas. Quand en Asie, ça marchait partout déjà. Donc, et puis maintenant, le QR code est partout. Voilà, donc il faut être patient, il faut avoir ses convictions, il faut être têtu. Et puis, il faut aussi parfois faire le deuil parce que les usages ne marchent pas. Conclusion, Marc. Conclusion, gardez l'œil critique. Il y a certaines hallucinations de l'IA, donc soyez garant comme un outil complémentaire à votre apprentissage où il est fait. Gardez pas cette conclusion, en tout cas les résultats comme de l'argent comptant. Gardez l'œil critique, en tout cas pour pouvoir soit que ce soit une solution, en tout cas complémentaire. Et juste pour vous dire que ça évolue, n'oubliez pas que demain, vous développerez là-dessus. Donc, vos utilisateurs auront ça sur la tête et il faudra développer les expériences pour ça. Donc, autant dire que la courbe d'apprentissage, elle n'a pas fini d'être une courbe, en fait, d'apprentissage. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et puis... Merci.